Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir, bonheur comme tous les autres jours de vous retrouver sur la matinale Bonjour le Bénin que vous présente Bénin TV. Nous sommes aujourd'hui mercredi 18 juin 2025 et nous allons nous intéresser comme toujours à des sujets qui touchent votre quotidien. Nous allons nous intéresser à du stylisme, on va s'intéresser à des appartements meublés. En somme, on parlera également de cours de vacances dans le forum de discussion. Et justement, ils fleurissent aux quatre coins du Bénin. Ce sont des appartements joliment décorés, entièrement équipés, prêts à accueillir pour une nuit, une semaine ou même plus, voyageurs de passage, professionnels en mission ou citadins en quête de cocon temporaire plutôt que les chambres d'hôtel impersonnelles. Aujourd'hui, on préfère vivre chez soi, mais ailleurs. Et le marché a bien saisi la tendance. Ici, on investit avec espoir et on loue avec exigence. C'est un véritable business qui se construit. Mais quels sont les secrets de ce nouveau filon? Et bien sûr, quels sont les défis, les pièges, mais aussi les belles promesses de ce nouveau type d'immobilier façon Airbnb? Nous allons découvrir tous ensemble avec notre invité. Il est promoteur immobilier. Deux jeunes femmes mues par une même passion pour le textile, elles tissent leur avenir à la force du fil et de la vision. Dans l'univers de la mode, elles ont fait le choix de l'authenticité. L'une travaille la soie et le wax et l'autre perpétue un artisanat ancien, le tricotage. Deux parcours, deux univers, mais une même passion fait rayonner le savoir-faire béninois. On vous les présente dans cette émission. Dans le forum de discussion, on s'interroge sur l'utilité des cours de vacances. Ces enseignements dispensés aux apprenants en pleine période de repos, ils durent généralement un mois, voire plus. Si certains voient en la pratique une manière de maintenir les enfants éveillés durant les vacances, rattraper le temps perdu, consolider les acquis et prendre une longueur d'avance, d'autres estiment qu'il s'agit d'un programme anti-pédagogique. Pour eux, c'est clair, les vacances, c'est pour redescendre la pression après une année académique aboutie. Entre parents soucieux de performance scolaire, éducateurs engagés et défenseurs de repos intégral, les opinions s'opposent. Cours de vacances utiles ou futiles? Nous faisons le débat. Fifama, bonjour. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Super bien, et vous-même? Ça va, merci. Vous aurez opté pour les cours de vacances pour vos enfants, oui ou non? Peut-être, peut-être pas. Le moment venu, on va aviser. D'accord. Vous avez été fan des cours de vacances, vous? Par moment, c'était une exigence. Les parents, ils exigeaient, mais bon, si vous devez choisir, on n'avait pas le choix. Si vous devez choisir. Si je devais choisir, je vais me reposer. N'est-ce pas? Parce qu'il faut se reposer pour rebondir, pour reprendre avec brillance, si je peux le dire ainsi. Et pour le moment, l'heure n'est pas encore au repos pour vous ici sur le plateau, puisque c'est maintenant que ça démarre d'ailleurs, le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, le secteur, le bulletin d'information. Fidèles téléspectateurs de Bénin TV, bonjour, bienvenue à ce bulletin d'information. Le Bénin a célébré la journée de l'enfant africain autour du thème « Planification et budgétisation des droits de l'enfant ». Un enjeu majeur alors que le budget de l'éducation, par exemple, est passé de 216 à 500 milliards en 10 ans. Des progrès, mais surtout des vies changées. Marcel Arossi et Jules Akwaikou pour le reportage. 500 milliards en 2025 contre 216 en 2015. Derrière ces chiffres, des visages, des regards brillants d'enfants, des pas confiants vers l'école, des rêves d'avenir plus solides. Au Bénin, la budgétisation des droits de l'enfant n'est plus un luxe, c'est un engagement, un cap affirmé, une urgence prise à bras-le-corps. Les droits de l'enfant sont désormais intégrés dans la planification stratégique des politiques publiques. L'État béninois, avec l'appui de ses partenaires, a su concrétiser sa vision à travers des initiatives, des projets, des programmes, la ligne d'assistance aux enfants, aussi l'assainissement des centres d'accueil de protection de l'enfant. Nous saluons de cette tribune tous ces efforts réalisés en notre faveur et demandons que ces améliorations se poursuivent au fil des années. En toute sincérité, je tiens à dire merci pour ce que le gouvernement fait pour chacun de nous, pour les enfants. Le budget de l'éducation a plus que doublé en 10 ans, avec une enveloppe atteignant les 500 milliards de francs CFA en 2025 contre 216 milliards 10 ans plus tôt. D'autres secteurs clés comme la santé infantile ou la protection sociale ont connu aussi des bons notables. Mais ce progrès
ne vaut que s'il change la vie d'un enfant, et puis d'un autre, et encore d'un autre. La toute première chose, la chose la plus importante, c'est la santé. Et c'est parce que la santé, c'est le bien le plus important que le gouvernement du président Patrice Talon a fait de cette santé une priorité absolue. Et plusieurs actions sont menées justement pour que votre droit à la santé soit la priorité des priorités. Nous réaffirmons notre engagement à continuer d'apporter notre expertise technique et notre plaidoyer afin de soutenir et de renforcer les efforts nationaux pour que des montants importants soient alloués aux droits de l'enfant. La journée de l'enfant africain n'est pas seulement une commémoration, c'est une interpellation et un pacte renouvelé pour que plus aucun enfant ne soit laissé pour compte, ni dans les décisions, ni dans les budgets. Et oui, la journée de l'enfant africain, ce n'est pas qu'une simple commémoration, c'est un moment fort pour faire le point sur les avancées réalisées, mais aussi pour affronter, sans détour, les défis qui demeurent. Éducation, santé, protection. Quelle place pour l'enfant dans le Bénin d'aujourd'hui? Élément de réponse dans ce reportage signé Ramatou Lawani et Blaise Adanko. L'enfant africain, et plus particulièrement l'enfant béninois, est plus que jamais au cœur des politiques de développement. La célébration de l'édition 2025 de la Journée de l'enfant africain est l'occasion de braquer les projecteurs sur les progrès accomplis, mais aussi sur les défis liés à la participation des enfants dans la mise en œuvre des réformes portées par le gouvernement. Parler de la Journée de l'enfant africain, c'est de pouvoir aller vers des modes de protection qui incluent beaucoup plus les enfants, qui donnent la parole aux enfants, qui leur permet de s'exprimer et qui leur permet également de pouvoir contribuer efficacement à ce qui se fait en termes de réforme législative. Depuis 2010, le Bénin a fait de grands pas en matière de planification et de budgétisation des droits de l'enfant. Éducation, santé, protection contre la violence, l'exploitation et les abus, le gouvernement s'est engagé concrètement en faveur de l'enfance. Comme le président Patrice Talon a beaucoup d'ambition pour ce pays et notamment pour les enfants, il voudrait s'assurer que nous puissions réfléchir tous ensemble et voir ce qui est fait et ce qui peut être encore fait pour le bien des enfants du Bénin. Engageons-nous ici et maintenant à faire de la Journée de l'enfant africain non pas un simple événement annuel, mais le symbole de notre engagement quotidien pour bâtir une Afrique plus juste, plus inclusive et tournée vers l'avenir. Le chemin reste encore long. Environ 100 millions d'enfants en Afrique subsaharienne ne vont pas à l'école, tandis que 40% souffrent de malnutrition selon l'UNICEF. Un appel fort à l'action est attendu afin que chaque enfant, quelle que soit son origine, bénéficie d'un avenir meilleur et puisse de nouveau sourire à la vie. Et pendant ce temps, après plusieurs pays à travers le monde, la 6e mission économique francophone pose ses valises au Bénin. Objectif, booster les échanges et renforcer la coopération entre les nations francophones. Investisseurs, décideurs et entrepreneurs sont au rendez-vous de ce forum d'envergure qui a démarré hier matin. Un reportage signé Victorine Bondé et Françoise Nissou. À Cotonou, les projecteurs sont braqués sur l'économie francophone. Cette rencontre réunit décideurs, investisseurs et entrepreneurs autour d'un objectif commun, stimuler la coopération économique entre pays francophones. C'est la 6e mission économique de la francophonie. À travers ces missions, l'OIF se veut un accélérateur d'opportunités pour surtout les petites et moyennes entreprises déjà présentes à l'international et un levier pour celles qui souhaitent se lancer à l'international. Dans les jours qui viennent, ces femmes et ces hommes feront des affaires en français dans les secteurs incontournables qui sont l'agro-industrie et la transformation numérique. Ce forum doit être donc un tremplin
Un tremplin pour les partenaires solides, durables et équilibrés. Un tremplin pour replacer les entreprises francophones au cœur des chaînes de valeur mondiales. Un tremplin pour construire une croissance inclusive, verte et souveraine. Cette édition est la première en Afrique de l'Ouest. Elle met un accent particulier sur la diversification économique des pays membres. Une conférence principale donne le ton avec des experts et personnalités engagées dans le développement du continent. D'un point de vue économique, nous sommes dans une sorte de révolution. Ce n'est pas simplement une diversification, c'est profondément une transformation. Dans les couloirs du Sofitel, les échanges se poursuivent. À l'espace d'exposition, agences publiques et institutions économiques présentent leurs opportunités et dispositifs d'accompagnement aux entrepreneurs. Nous sommes là aujourd'hui au niveau de cette foire vraiment pour non seulement gagner d'autres partenaires commerciaux, mais aussi nous sommes vraiment là pour accompagner les professionnels, pour accompagner les entrepreneurs à pouvoir s'exporter, s'internationaliser. Agualonde est ravi de prendre part à cette activité puisque déjà on a pu faire la rencontre de plusieurs partenaires. Ce forum réunit plus de 300 entreprises internationales et béninoises. Plusieurs activités ont meublé cette première journée. Une conférence de presse, un déjeuner de réseautage, puis une première session de rencontres B2B. Des échanges prometteurs à l'image d'une francophonie qui veut s'imposer comme un espace économique de solutions et de croissance partagée. Et la FESECAM a célébré 24 de ses agents qui font valoir leurs droits à la retraite. C'était au cours d'une cérémonie empreinte de solennité et de convivialité dans une salle des fêtes d'Abomey-Calavi. Benjamin Denayon, Patrick Diosso. 48 ans pour la FESECAM. La moitié de ce nombre va à la retraite, c'est-à-dire 24 récipiendaires qui reçoivent des tableaux d'honneur, des médailles et autres signes de félicitations pour leur noble mission exercée durant une trentaine d'années ou plus, selon l'âge de leur entrée dans la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole et mutuel. À l'occasion de votre départ effectif de la FESECAM Bénin, je suis ravi que nous soyons tous ici réunis, familles, amis, collègues et autres retraités, pour vous accompagner vers cette vie qui commence. Nouvelle vie communément appelée retraite. Une cérémonie empreinte de solennité. Nous restons toujours attachés à ce grand réseau, un joyau, sûrement que tout le monde envie. Nous vous rassurons que, quelles que soient nos positions, nous serons toujours de cœur avec vous. Une solennité qui emprunte la convivialité de groupe. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue dans cette prestigieuse famille, désormais la vôtre, qui à ce jour compte un effectif de 139, auxquels s'ajouteront les 24 partants d'aujourd'hui. Une convivialité dans laquelle les 24, encore visiblement jeunes, ne rappellent pas les 24 vieillards de la Bible, mais conservent l'idée qu'ils vont se réjouir pour une paisible retraite. Soulager les populations d'Akpakpa et une partie de l'Ouémé en eau potable. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines s'engage pleinement, à l'image de tout le gouvernement, évidemment. Hier matin, Paulin Akponon s'est rendu sur le site de l'usine de traitement d'eau et les travaux ont atteint un stade très avancé, laissant entrevoir une mise en service très prochaine. Le point de cette visite avec Bruno Swali, Mathieu Sokenou. C'est un chantier de préoccupation majeure pour le gouvernement, une prunelle de ses yeux. À Sémépodié, l'usine de traitement d'eau reçoit des visites multipliées du ministre de l'Eau et des Mines pour constater le déroulement des travaux. Quand je suis venu ici la première fois, là, je crois le délai pour livrer ce chantier était fin août ou septembre. J'ai demandé et obtenu des responsables de ce chantier, le maître d'ouvrage et d'œuvre, et que nous souhaiterions que ce chantier soit livré fin juin. Le supplément que nous apportons, qui va être une capacité de traitement de 1000 m3, soit tenu pour combler le déficit
de la ville de Cotonou. Cotonou souffre actuellement d'un déficit d'à peu près 1300 mètres cubes. Cette station va le corriger. Sur ce chantier pharaonique d'une vingtaine de milliards de francs CFA, l'évolution des travaux est impressionnante. Entre deux visites, le taux d'exécution transforme nettement cet exceptionnel écosystème hydraulique à la satisfaction de l'autorité. Je suis en train de constater avec grand bonheur que les dirigeants de JIP Afrique et de SOGEA Bénin, y compris le directeur général par intérim de la SONEB, sont en train de tenir leurs paroles. La question de l'eau fait partie des préoccupations majeures du gouvernement. Les populations elles-mêmes savent que les déclarations sont en phase avec les faits. Les installations de cette infrastructure scrutées compartiment par compartiment, notamment les 3 nouveaux forages, la conduite d'adduction d'eau brute, l'usine d'eau, la conduite de transfert d'eau traitée et les bonbonnes, rassurent que les problèmes de pénurie. Actuellement, il est à 95%, il reste les lavages des infections et il sera tout prêt à recevoir de l'eau lundi prochain. Ce que nous avons appelé le social, le hautement social, se traduit aussi par ce genre d'activités. Bravo. Ici, les travaux touchent à leur fin pour le soulagement des populations dans quelques jours. Le gouvernement du président Patrice Talon signe un nouvel ouvrage pour mettre davantage de l'eau à la disposition de ses administrés. Un autre pari gagné vis-à-vis d'un point crucial inscrit dans son programme d'action. Le savez-vous, chaque jour, nous perdons des milliers d'hectares de terres arables, un phénomène exacerbé par la sécheresse. Le continent africain en perd le lourd tribut. Et nous partons maintenant pour un reportage dans le nord du Kenya avec pour guide William Choki. Dans ce village au nord du Kenya, la situation est plus que chaotique. Des milliers d'hectares de terre desséchées et pas la moindre présence d'espèces végétales. Les rares troupeaux encore visibles montrent des signes de stress hydrique. Ils balbutient. Ici, la vie semble s'arrêter. Le processus de dégradation des terres dans cette zone aride indique l'avancée vertigineuse de la sécheresse. Un phénomène climatique extrême caractérisé par une période de pénurie d'eau significative, longue et importante pour impacter la faune, la flore et les humains. D'ici 2050, 75% de la population mondiale sera touchée par la sécheresse et ses conséquences. Une population estimée à plus de 5 milliards de personnes. Pour l'édition 2025 de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, le système des Nations Unies appelle à restaurer les terres, à saisir les opportunités, à réduire de moitié l'utilisation des intrants chimiques. Retour au Bénin. L'avènement de la réforme de la décentralisation au Bénin est une vraie passerelle vers le développement à la base. C'est l'avis de l'expert en décentralisation Franck Kenevo. Il apprécie au micro de Jérôme Hungbo la dernière rencontre entre le chef de l'État et les conseillers communaux au Palais de la Marina. Autant la profondeur de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation nous a surpris, autant les résultats de cette réforme nous surprennent également de jour en jour. Sur des questions précises que les maires ont portées à la connaissance du chef de l'État, le chef de l'État a fait un exercice pédagogique que j'apprécie au plus haut point. Par le passé, disons que le maire, il était à la fois président du conseil communal, mais il était aussi le patron de l'administration, il était ordonnateur du budget, l'autorité approbatrice des marchés publics, c'est lui qui nommait, c'est lui qui affectait les gens. La réforme est venue dire, sur un postulat qui est crédible, être autorité approbatrice de marchés publics, c'est que vous connaissez la procédure de passation des marchés. Gérer les affaires domaniales, c'est que vous connaissez le droit foncier. La réforme vient dire que ces aspects techniques, il faut les confier à des cadres rompus à la tâche, des cadres qui ont
fait la formation, mais qui ont une expérience leur permettant vraiment de gérer cela conformément à la loi, à la bonne gouvernance. Vous avez entendu parler des secrétaires exécutifs qui sont révoqués et qui sont en attente de poursuites judiciaires, par exemple. Si on n'avait pas séparé les fonctions techniques et administratives des fonctions politiques, c'est les maires qui auraient été interpellés. Le second problème qui est réglé, c'est les ressources humaines. Si dans les semaines à venir, comme le chef de l'État l'a promis, on puisse régler ces problèmes, notamment de consommation des ressources, et deuxièmement, stabiliser les relations entre le secrétariat exécutif et le personnel politique. Nous allons transformer d'ici 5-10 ans tous nos territoires et atteindre un niveau de satisfaction en, disons, services sociaux de base. Un autre sujet dans ce journal, la deuxième session ordinaire de la conférence administrative départementale de la Liborie au titre de l'année 2025 a déjà eu lieu. Et des thématiques comme la sécurité routière et l'évaluation de la mise en œuvre d'assistance conseil aux communes étaient inscrits à l'ordre du jour. Nestor Sela et Judicaël Aïna. Au cœur de la deuxième session ordinaire de la conférence départementale de la Liborie, le point de déroulement des examens de fin d'année, les membres de la CAD ont eu droit à une communication sur la sécurité routière qui est aujourd'hui un problème de société et nécessite la mobilisation de tous autour des actions. Le nouveau directeur général du CNSR, en la personne de Ariel Sacramento, est en train de redynamiser pour que la sécurité routière soit désormais un sujet de débat dans les foyers, dans les ménages. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit notre activité de ce jour où nous avons pu échanger avec les acteurs, les décideurs de notre département de la Liborie, où nous avons, de par notre communication, montré à tout le monde que de 2019 à 2023, la tendance des accidents est baissière. Les actions sont menées vers les élus locaux pour que désormais le dernier village du Bénin soit informé de la sécurité routière, parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Kandi, les routes sont belles. L'évaluation de la mise en œuvre de l'assistance conseil aux communes a été présentée aux membres de la CAD. Les acteurs communaux ont pu montrer leur satisfaction par rapport à tout ce qui se déroule en termes d'activité d'assistance conseil et ont toutefois fait des suggestions pour améliorer les prestations de services et pour leur permettre à eux aussi de pouvoir mettre en œuvre efficacement les différentes activités qui leur sont confiées. On a essayé de passer en revue quand même le ressenti du public cible et ceux qui bénéficient aussi. Et on a fait une évaluation sommaire pour voir ce qu'on doit améliorer. Après ça, nous avions abordé les questions sécuritaires et les comportements qu'on doit avoir pour cultiver davantage quand même la coproduction sécurité. Quelles sont les mesures urgentes et les diligences qui ont été faites quand même à Malanville ces derniers temps. Vous savez, Malanville, il y a quelques jours, a été affecté par un sinistre d'ordre climatique. Et donc, voilà, et on a constaté que l'électricité est revenue, les choses se mettent à l'endroit et que ça, par exemple, les populations ont apprécié quand même la promptitude et surtout la célérité avec laquelle les pouvoirs publics avaient agi. Cette session a mis aussi l'accent sur la coproduction sécuritaire, un élément clé pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans le département de la Liborie. Et quels sont les marchés ouverts ce mercredi? Eh bien, pour le savoir, nous vous proposons ce planning d'animation des marchés.
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite par ici, mais en attendant, je vous souhaite une bonne suite des programmes sur la télévision nationale Bénin TV. Merci beaucoup, Fifame Ataledji, pour tout. Au plaisir. Ce fut un plaisir. On se retrouve très très bientôt. En tout cas, je l'espère, par ici sur Bonjour le Bénin. Ce sera avec plaisir, comme d'habitude. Vous passez une excellente journée de travail. Merci, pareil à vous. À tout à l'heure dans les couloirs de la rédaction. Tout de suite, on retrouve Marcel Arrossi pour la une des journaux. Les journaux parvenus à notre rédaction ce mercredi, de même que les sites d'information crédibles. Marcel Arrossi, bonjour. Herman, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Un plaisir de vous retrouver dans cet exercice. Entièrement partagé ce plaisir. Et on va démarrer tout de suite avec l'emblème du jour. Allez-y. Les grands titres parus et parvenus à notre rédaction en attendant la revue de presse en fin d'émission. L'emblème du jour, disais-je, vacances scolaires et réalité sociale, prostitution estivale, l'autre visage des congés au Bénin. Propos déformés, images ternies, Bruno Amoussou rétablit la vérité. L'économiste du Bénin, 6e mission économique de la francophonie, l'OIF et plus de 100 entreprises explorent le potentiel du marché béninois. Importation des produits alimentaires et énergétiques. Le Bénin face à une dépendance accrue selon l'économiste du Bénin. La nation, 6e mission économique de la francophonie. Une dynamique audacieuse à Cotonou après donc les étapes de Kigali et Libreville. Le Télégramme, restriction de voyage aux États-Unis. Sur la liste des pays ciblés, le Bénin s'active pour corriger le tir selon le Télégramme. Le matinal, prise de position dans la crise à l'UPR, interpellé. Gracien Arouamenou s'explique, sanctions ou règlement politique. Le parti a deux options. Le Soleil Bénin Info, les propos du président Bruno Amoussou déplacés de leur contexte, une dérive irresponsable sur les réseaux sociaux selon le Soleil Bénin Info. Puis Matin Libre sur le même sujet, vœu d'un Bénin réconcilié après 2026. Il ne faut pas compter sur Bruno Amoussou. C'est selon Matin Libre. Fraternité UPR vs PRD, le bras de fer se poursuit. La demande d'explication du secrétaire général du parti et la réponse de Gracien Arouamenou à retrouver donc dans la parution du jour. Pour Fraternité, cours de réalisation de plusieurs chantiers, les clarifications, chiffres à l'appui de Jacques Ayadi à retrouver également dans la parution du jour. Pour Fraternité, il s'agira donc des chantiers du siège de l'Assemblée nationale, de la route Semin-Porto Novo, du boulevard de la Marina, entre autres évoqués dans la parution de Fraternité. Le meilleur aujourd'hui, États-Unis-Afrique. Les autorités américaines interdisent aux ressortissants de 25 pays, dont le Bénin, de voyager sur le territoire des États-Unis. Polémique autour de la fusion PRD-UPR. Le secrétaire général de l'UPR, Gérard Benonchi, envoie une demande d'explication à Gracien Arouamenou. Je ne suis pas un employé de l'UPR, lui répond-il. L'événement précis, nouvel épisode dans le conflit autour de la fusion des deux partis. La tension monte entre l'UPR et l'ex-PRD. L'UPR qui exige des explications à l'ex-secrétaire général adjoint du PRD et sa réponse à lire en intégralité dans l'événement précis paru aujourd'hui. Bénin intelligent, enfance au Bénin, moins de travail, plus de scolarisation. Le Bénin mise sur la planification et renforce son budget social. La célébration de la journée des enfants africains a permis de dresser un bilan positif des efforts du Bénin en faveur des plus jeunes. Le confrère de la matinée, lancement du nouveau programme baptisé CAF Impact, jusqu'à 2,1 millions de dollars pour chaque fédération africaine, plus d'1 milliard de francs CFA, une véritable bouffée d'oxygène pour nos associations nationales, affirme le confrère de la matinée. Le champion football Final Ligue Pro 2024-2025, Dadje FC, Coton FC, au nom du ciel, de la Ligue et de la Fédération béninoise de football,
Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. Merci beaucoup Marcel, on se retrouve donc tout à l'heure à la cour de 8h55, c'est bien cela? Tout à fait. Pour la revue de presse. Bonjour, le Bénin va se poursuivre, mais avant, nous allons marquer une pause et revenir derrière pour la première chronique de cette émission. À tout de suite. Deux femmes, disais-je, mues par une même passion pour le textile, elles tissent leur avenir à la force du fil et de la vision. Dans l'univers de la mode, elles ont fait le choix de l'authenticité. L'une travaille la soie et le wass, l'autre perpétue un artisanat ancien, le tricotage. Deux parcours, deux univers, mais une même passion fait rayonner le savoir-faire béninois. On vous présente dans cette émission ces deux jeunes dames et le travail incroyable qu'elles abattent au quotidien pour faire rayonner le savoir-faire béninois. Elles en ont Audrey Oussou, elle est donc tricoteuse, styliste tricoteuse. Bonjour et bienvenue chez Bonjour le Bénin. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir par ici. Vous êtes dans une très belle tenue tricotée sans doute par vous-même, c'est cela? Bien sûr. D'accord, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. En face de vous, Irma Koumayo Akoha, créatrice de mode. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Vous portez aussi votre création? Effectivement. Elle est très belle. Merci monsieur. Alors Audrey, dites-nous, le tricotage, voir une jeune dame dans le tricotage, ça me fait me poser des questions. On se demande comment est-ce que vous avez découvert le tricotage et comment est née cette passion pour le tricotage? D'accord. Alors, par rapport au tricotage, j'ai découvert le tricotage en classe de 6e avec les sœurs à l'école. D'accord. Alors, au début, c'était pendant les activités culturelles, on nous apprenait à tricoter, mais à tricoter des layettes pour les enfants. Alors, c'est après ma licence que je m'ennuyais et j'ai dû découvrir que on a la possibilité de tricoter des tenues, mais pas seulement pour les enfants, mais également pour les adultes. D'accord. C'est par là qu'a commencé ma découverte avec le tricotage, qui est devenu ensuite une passion pour moi. Et vous êtes formé par la suite, sans doute. Vous avez acquis d'autres formations supplémentaires? Et oui, je me suis auto-formée. D'accord. Comment ça s'est fait sur les canaux digitaux, à travers des tutoriels, ou comment est-ce que vous avez pu, on va dire, perfectionner votre passion? Je me suis perfectionnée à travers YouTube. Je suivais des tutos. Donc c'est ainsi que j'ai acquis plus d'expérience dans le domaine. D'accord. Alors, Irma Koumayo Akoha, vous êtes créatrice de mode également. Vous avez choisi de travailler la soie et le wax. Pourquoi ces deux tissus particulièrement? Deux tissus particulièrement parce que ça évoque mon identité. D'accord. Depuis toute petite, déjà, le wax, ça s'est incorporé à moi de par ce que ma mère me coud depuis toute petite. Et je me vois dans la vision d'habiller tout type de personnes, des hommes, des femmes, et surtout conseillée par la mode. D'accord. Pour vous, la mode, c'est quoi? Pour moi, la mode, c'est une passion. Une passion qui est née depuis toute petite, comme je viens de le dire. C'est l'identité d'une personne, c'est ce que reflète une personne. Quand on voit une personne, on sait déjà ce qu'il reflète à travers son habillement. Et chaque fois que vous posez, vous voulez créer une tenue, est-ce que vous avez des référents, est-ce que vous avez des références qui vous viennent en tête, ou quelles sont les bases sur lesquelles vous vous appuyez pour créer une tenue? Bon, la création, ça vient... C'est spontané. Spontanément. C'est de part et d'autre, en fait. Dès que je peux voir Audrey maintenant, je peux déjà savoir à travers ce qu'elle porte, quelque chose que je peux créer, apporter une touche particulière à ce qu'elle porte. D'accord. Alors Audrey, quand vous avez commencé par faire du tricotage, tout de suite, votre entourage, qu'est-ce que les gens en ont pensé? Vos amis, autres, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ils ont pensé que c'était un truc qui n'allait pas m'aider du tout. Parce que pour eux, c'est que le tricotage, c'est juste pour les bébés, c'est juste pour les enfants. Donc, ils n'ont pas su comprendre la vision que j'avais à travers le tricotage. Donc, non seulement moi, le tricotage, ça me permettait de m'épanouir, mais c'est une activité qui me permet également d'accroître la confiance en moi. Parce que qui aurait pu imaginer qu'à travers juste une aiguille et de la laine, on peut donner vie à un vêtement ou un accessoire.
Ça vous prend à peu près combien de temps, par exemple, la tenue que vous avez joliment arborée, ça vous a pris combien de temps pour tricoter cela? Eh bien, cette tenue, ça m'a pris 2 semaines pour la finir. D'accord. Vous y consacrez combien de temps à peu près par jour? Bon, par jour, je me consacre pleinement à 3 heures, 4 heures par jour. Est-ce que c'est pas fastidieux de passer son temps à tricoter de la laine, à se faire parfois même piquer par une aiguille J'avoue que ça donne l'impression d'être un génie. Un jeu? Un génie. D'accord. Et comment est-ce que vous arrivez justement à vous concentrer pour finir une tenue? Parce que moi, quand je vois de la laine, je vois de l'aiguille et je vois à la fin une tenue, je me dis, mais quel est le processus de création? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, le processus de création, ça débute d'abord par des chaînettes. Après, c'est par des brides et des mailles pour confectionner maintenant votre tenue. Donc, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que c'est un art, c'est un mystère qui est caché derrière le tricotage. D'accord, c'est surtout un artisanat très ancien parce que ce n'est pas nouveau. Ça remonte à des temps immémoriaux, ce n'est pas nouveau de travailler la laine. Quel est le regard que vous portez sur son art? J'ai envie de dire, c'est de l'artisanat, mais c'est aussi de l'art. Quel est le regard que vous portez là-dessus? De l'art, vous en discutez souvent? Oui, bien sûr. Ça, c'est de l'art pur, de la créativité. Et vous allez arriver de travailler sur des collaborations ensemble, de signer des collabs? Oui, déjà. On mixe du wax et du tricotage qui sort vraiment du waouh. Quand tout le monde voit, ça se dit, oh, c'est très beau, vous faites un bon duo ensemble. Vous avez déjà travaillé sur des collections qui ont abouti à des défilés, c'est bien cela? Non, pas encore. Ce sera le 1er, en août prochain, le 8 août. Mais déjà, pour son anniversaire dernier, on a créé une tenue ensemble. Il y avait de la soie et du tricotage en corset. D'accord, très bien. Alors, on parle de tricotage, on parle de wax. On se rend compte que c'est deux univers, pas forcément antinomiques, mais c'est deux univers qui se côtoient. Oui. Vous, dites-nous, comment est-ce que vous déployez votre génie dans cet univers-là? Comment est-ce que vous avez pu, on va dire, mettre en place former des tenues qui différencient ou qui s'émancipent totalement de ce qu'on a pu voir à gauche, à droite? Parce qu'on a l'impression que tout le monde porte du was, que tout le monde porte les mêmes tenues. Comment est-ce que vous arrivez à ressortir l'originalité de vos créations? Bon, l'originalité de mes créations sort de la fusion entre la modernité et la tradition. Je mixe la modernité et la tradition. C'est jamais du moderne, jamais du tradi uniquement, mais toujours les deux à la fois. D'accord. Vous êtes dans un secteur qui est éminemment concurrentiel. Oui. Beaucoup de créateurs de mode, il y en a les plus confirmés. Et la jeune génération, la jeune garde dont vous faites partie justement, qui commence par émerger. Quand on sait qu'on a un héritage dur et difficile à défendre, comment est-ce qu'on se porte pour aller arpenter ce chemin? Je pense qu'il faut travailler au jour le jour. Il faut suivre son instinct, toujours suivre la voie qui nous est destinée. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Alors, vous tissez de tout, même l'étui, ça va, on peut toujours tricoter, on peut faire de la laine pour mettre mes lunettes dedans. Enfin, je plaisante après à peine. Alors, il vous arrive de décréter ce que vous avez envie de tricoter, c'est-à-dire un matin, je me lève dans le rêve, enfin, la nuit, j'ai fait un songe, j'ai vu une culotte, eh bien, je vais la tricoter, cette culotte, c'est cela? Eh bien, ma vision, franchement, je ne dirais pas que mes créations viennent directement de moi, mais par l'Esprit Saint qui me guide à travers mes créations. Donc, moi-même, je ne peux pas imaginer qu'un jour, je pourrais créer une tenue ou créer même des chaussures tricotées ou n'importe quel accessoire tricoté, des sacs, n'importe quoi, en fait. Ce qui est bon avec le tricotage, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On peut créer tout, on peut tout tricoter. Est-ce que vous avez un marché d'écoulement? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que les gens demandent des tenues tricotées? Oui, nous avons remarqué qu'il y a une forte demande actuellement des tenues tricotées. C'est vrai qu'il y a quelques années, 2 ou 3 ans, le tricotage n'était pas reconnu par la population béninoise, mais c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc, c'est une activité que j'exhorte les jeunes à découvrir aussi.
D'accord. Et vous êtes déjà arrivé de tricoter des tenues pour des personnalités ou pour des événements assez spéciaux? Oui, bien sûr, il m'est arrivé de tricoter des tenues pour des artistes parce que c'est eux qui ont commencé à valoriser le tricotage. Et après, on a eu aussi à tricoter pour certaines stars du pays. D'accord. On voit ce monsieur d'ailleurs qui arbore une veste avec un gilet qui est fait à base de laine que vous avez tricoté. C'est vous qui avez tricoté ce gilet. Oui. J'espère bientôt porter une tenue ici qui sera signée de votre création. Promis. D'accord, très bien. Alors justement, dans les prochaines semaines, vous allez signer une collaboration ensemble sur un défilé. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça va se passer? Alors, le défilé se passera le 8 août 2025 au Nobila. Nous invitons massivement les créateurs, la population béninoise à venir nous soutenir, à découvrir l'art que nous leur préparons. Au programme, la veille déjà, il y aura un panel des aînés et le jour J, il y aura 3 collections qui vont défiler, la collection de KA et la collection de IK, différentes créations. Et ensuite, maintenant, le duo, la fusion qui va se défiler avec 10 mannequins, 6 femmes et 4 hommes. D'accord. Alors, on sait que justement, il y a des grands noms de la création au Bénin. Est-ce que vous avez associé ces années? Quelles sont vos relations avec ces personnes? On a de très bonnes relations et ils seront vraiment de la partie, ils nous soutiennent dans l'ombre et ils seront là ce jour-là. D'accord. Alors, en termes de tricotage, Audrey, il n'y a pas beaucoup de noms que je suis capable de citer là tout de suite qui me viennent à l'esprit. Je peux même dire que je n'en connais pas vraiment. Est-ce que vous connaissez, enfin, dans votre parcours, vous avez pu croiser des gens qui essayaient déjà ou qui émergeaient déjà dans cet artisanat-là, avec qui vous avez pu discuter, auprès de qui vous avez pu prendre conseil? Oh non, malheureusement, je n'ai pas d'aînés dans le domaine du tricotage. Au contraire, c'est moi qui fais des formations pour former maintenant quelques jeunes qui ont envie de bien découvrir l'univers du tricotage. D'accord. Et évidemment, c'est prospère. Ouais. Quand on fait office presque de pionnier ou de pionnière, j'ai envie de dire, ou lorsqu'on est dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de personnes qui émergent, forcément, on tire son compte. Bien. Et qu'est-ce que vous donnez à voir, vous allez donner à voir, j'allais dire, aux personnes qui vont faire le déplacement pour voir vos collections? Je garde le mystère, donc je vous invite à venir découvrir vous-même de quoi la collaboration avec IK Collection va porter. Donc je pense que nous sommes 2 dames qui aimons la mode depuis longtemps, je vais dire. Et nous avons un esprit que nous voulons partager et également participer à l'indépendance de notre pays, le Bénin. Comment s'est faite la rencontre entre vous deux? Qui a rencontré qui en premier? Nous sommes employés dans une structure de la place et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et je crois qu'on a une aînée qui nous connaissait chacune de son côté, qui nous a dit, mais attendez, vous deux là, vous avez une terrible création, vous formez un bon duo, essayez quelque chose ensemble et vous verrez ce que ça va donner. D'accord. Et c'est de là qu'est partie l'inspiration de pouvoir collaborer ensemble et de faire cette fusion de la créativité. D'accord. Aujourd'hui, vous continuez par travailler, mais en parallèle, vous développez chacune votre structure, vos entreprises. Oui. L'idée à terme, c'est vraiment de vous y consacrer à plein temps, au tricotage, c'est ça? Oui, l'idée à terme, c'est de nous consacrer en plein temps et on est en train de collaborer pour permettre aux enfants de Mini d'apprendre la mode sans pouvoir dépenser des fonds. Donc, pour ça, on exhorte toute personne qui veut bien nous aider à développer une école de mode qui va permettre aux enfants de Mini de chaque coin de rue du Bénin à pouvoir réaliser leurs rêves. D'accord. Et vous? Bon, je rejoins le sens de Madame K.A., mais j'ajouterais que ce défilé, c'est pour valoriser la mode béninoise. C'est pour inculquer le Made in Bénin. On n'a pas besoin d'aller forcément à l'extérieur pour avoir une tenue toute faite du début jusqu'à la fin, de la coupe à la finition.
On n'a pas besoin d'aller forcément à l'extérieur. Nous avons déjà tout chez nous. Et donc, promouvoir le Made in Bénin, l'indépendance de la mode béninoise. D'accord. Ce sera donc votre tout premier défilé, c'est cela? Ensemble, oui. Ensemble. Nous avons eu à faire déjà des défilés sur des galas, des concours de jeunes créateurs. On en a participé, mais ce sera notre première collaboration, la première édition. Officiellement. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui aiment la mode, qui vous découvrent sans doute chacune de votre côté, qui découvrent deux jeunes dames qui arpentent des univers parallèles, mais qui se rejoignent quand même, le tricotage pour Audrey, la soie et le was pour Irma. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes-là? Moi, je vais dire premièrement que c'est vrai que seul on va vite, mais ensemble on va très loin. Donc, à part ça, j'aimerais dire à tous les jeunes béninois que rien n'est impossible, qu'il faut croire en soi et qu'il faut également écouter les conseils des aînés, mais ne pas s'entourer de quelqu'un qui va faire échouer votre rêve. Sachez croire en vous et vous aurez le meilleur de vous-même. Merci Audrey. Irma? Oui, je dirais pareil, soyez positif, croyez en vous, ne lâchez jamais. Ce n'est pas vraiment facile, mais il y a toujours la réussite au bout du tunnel. Toujours rester fidèle à soi-même et le meilleur reste à venir. Merci beaucoup à vous, mesdames, d'être passées sur Bonjour le Bénin. On retient la date, c'est pour le 8 août prochain. D'accord, ce sera votre collaboration, votre défilé commun à vous deux, où vous allez signer des vêtements ensemble, des tenues. Oui. On espère qu'il y aura du très beau à voir. On espère qu'on va se régaler, qu'on aura la rétine. Vous me promettez, n'est-ce pas? Oui, et on vous réserve beaucoup de surprises. D'accord, moi j'adore les surprises, j'adore voir le beau, j'adore voir tout ce qui est intéressant, tout ce qui relève de la création, de la créativité, des œuvres de l'esprit. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et sur ce chemin que vous avez choisi, ce n'est pas toujours facile, mais sachez croire en vous. Je sais que vous le faites déjà si bien et que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Nous aussi, nous prenons du plaisir à vous présenter cette émission, mais on va devoir s'arrêter un moment, prendre une autre pause. Derrière, nous allons retrouver mes invités pour le forum de discussion. On va s'écarter de tout ce qui est mode, de tout ce qui est tricotage, de tout ce qui est was et soie. Et on va parler éducation, on va parler de cours de vacances. Nous l'avons toujours fait quand nous étions apprenants, mais c'était plus par contrainte que par volonté. Est-ce qu'il faut promouvoir les cours de vacances? Est-ce utile ou futile? Mes invités vont essayer de répondre à ces préoccupations. À tout de suite. Bonjour le Bénin, dans le forum de discussion, on s'interroge sur l'utilité des cours de vacances. Ces enseignements dispensés aux apprenants en pleine période de repos, ils durent généralement 1 mois, voire plus. Si certains voient en la pratique une manière de maintenir les enfants éveillés durant les vacances scolaires, rattraper le temps perdu, consolider les acquis et prendre une longueur d'avance, d'autres estiment qu'il s'agit d'un programme antipédagogique. Pour eux, c'est clair, les vacances, c'est pour descendre la pression après une année scolaire académique aboutie entre parents soucieux de performance, éducateurs engagés et défenseurs du repos intégral. Les opinions s'opposent. Cours de vacances utile ou futile? Nous faisons le débat avec mes invités. Évariste Gokounon, enseignant de lettres. Bonjour et bienvenue. Bonjour Améga. Comment allez-vous? Super bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir et retrouver, j'allais dire, sur la matinale. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu par ici. Tout à fait. En face de vous, Isaac Adou, il est enseignant de PCT, physique, chimie, technologie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, chez vous? Ça va. Ok. Quand on vous voit, on sent déjà que ça, c'est les enseignants qui encouragent même à faire les cours de vacances. Eh bien, bien sûr. Alors, dites-nous, les cours de vacances, d'où vient la pratique? Comment est née cette pratique? Parce qu'on a l'impression que c'est une pratique béninoise. Ailleurs, on n'en entend pas parler forcément. Bien sûr, les cours de vacances se passent ailleurs. Vous savez, lorsque nous finissons une année, il y a 3 types d'élèves. Il y a ceux-là qui ont un niveau excellent et qui passent en classe supérieure. Il y a ceux-là qui ont un niveau moyen et il y a ceux-là qui justement redoublent. Et bien pour toutes ces catégories, il y a forcément les cours de vacances apportent une plus-value à ces enfants-là qui sont dans le désir de pouvoir faire mieux l'année prochaine.
Et pas seulement qu'au Bénin, en Côte d'Ivoire, partout, même au Japon, ça se fait. Oui, bien sûr. Donc, voilà. De façon aussi formelle, où on va à l'école 8h à 10h, 10h à midi, le prof est là, rigide, rigoureux, il n'y a pas de marge de manœuvre. Non, tout est une question d'organisation. Et lorsqu'on organise des cours de vacances, et je rappelle que ces cours de vacances ne sont pas seulement qu'à l'école ou en classe, ces cours de vacances peuvent se faire aussi à la maison. Donc, tout dépend du cahier de charges, d'accord, qui est donné à chaque participant. Il y a le cahier de charges des élèves, des enseignants et des parents d'élèves. Donc, chaque partie doit pouvoir s'en tenir au cahier de charges pour pouvoir obtenir le meilleur de ses cours. Pour ou contre les cours de vacances? Pour ou contre les cours de vacances? Mitigé. Quand on pose une question pareille à un enseignant de lettres, vous comprenez, c'est souvent mitigé. Mitigé, mais beaucoup contre. Je vais commencer par dire que l'appréciation qu'on porte sur quelque chose, le jugement qu'on porte sur quelque chose dépend des objectifs qu'on s'est fixés, des attentes qu'on a vis-à-vis de la chose. Et lorsque j'écoute mon collègue, je comprends très bien qu'il est pour les cours de vacances. Et vous avez compris aussi qu'il est allé doucement vers une position plus ou moins mitigée parce qu'on ne va pas prendre tout le monde de la même manière. C'est vrai que les cours de vacances, tels qu'on les conçoit, c'est fait pour être une opportunité de consolidation des connaissances. C'est aussi pour anticiper sur beaucoup de choses, tout ça. Mais il faut comprendre que l'être humain n'est pas une machine. Ce n'est pas une machine, et donc le temps prévu pour le repos, et donc pour permettre au cerveau de se reposer, à l'organisme de se remettre, il ne faudrait pas que l'on se fatigue davantage ou qu'on fatigue les enfants. Vous voyez? Et ça, c'est mon point de vue. D'accord. Oui. Donc après 9 mois de cours rythmés, donc par quelques séquences de repos qu'on appelle congés, dès lors que viennent les grandes vacances, on doit pouvoir laisser les apprenants, pour selon vous, se reposer, ne pas les surcharger à nouveau avec 1 mois de cours. Tout à fait. Les laisser se reposer, mais cela ne signifie pas qu'il faut les laisser devant l'écran ou s'amuser à longueur de journée. S'écarter des études. Voilà, non, pas du tout. Mais ce que moi, je n'apprécie pas, c'est le fait de les maintenir dans un stress permanent. Qui se réveillent encore à 6 heures, ils doivent réviser leurs cours et ils doivent partir à l'école à 8 heures. Pas à 8 heures, on quitte la maison à 7 heures, on est à l'école à 8 heures et les professeurs viennent, ils vont travailler jusqu'à midi, voire 13 heures et dans certaines écoles. Et vous voyez, ce qui est à craindre encore là, c'est que le cadre informel des cours de vacances peut conduire à des dérives, à des déviances et à des dérapages que les parents ne sauraient contrôler. Surtout que la qualité des enseignants pendant les cours de vacances, s'il est vrai que certains sont qualifiés, il y a bien sûr la majorité qui n'est pas forcément qualifiée. Est-ce que vous voyez des étudiants à peine ou bien des individus à la recherche de quoi arrondir les fins du mois. Et puis, bon, voilà, ce n'est pas la qualité et le regard de l'autorité sur la chose n'est pas forcément ce qu'il faut. Est-ce que vous voyez? Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut être un peu réservé quant à l'option des cours de vacances. D'accord. Alors, Monsieur Adou, lorsqu'on finit une année scolaire, déjà pour l'enseignant lui-même, qui pendant 9 mois d'affilée a dû se réveiller très tôt, a dû faire ses fiches, corriger les copies, on sait que c'est compliqué, taisez-vous, gérer des récalcitrants. Au bout d'une année scolaire, soi-même on est essoufflé, on est éreinté, et pour certains même qui vont pour la correction des copies, la surveillance des différents examens de fin d'année, est-ce que justement le moment de se reposer ne devrait pas primer sur le désir de reprendre tout de suite et de se remettre d'aplomb, quitte à être fatigué peut-être à la rentrée? Bon, déjà, permettez-moi de vous dire que j'ai bien entendu et j'apprécie tout ce que déjà mon cher collègue a dit. Et
Une chose à suivre, il faudrait qu'on se rappelle une chose. L'État prévoit toujours, d'accord, le temps auquel il faut débuter les vacances. Et je pense que c'est début juin, si je ne me trompe pas. Bien, début juillet, en temps normal. Bon, il se fait que généralement les établissements finissent le programme déjà au mois d'avril ou de mai. Et lorsque les examens se présentent, les enfants, d'accord, rentrent chez eux. Et c'est très difficile de ramener ces enfants-là encore pour dire de venir apprendre. Ils ne sont plus dans l'état d'apprendre. Donc, les établissements s'efforcent de finir tout leur programme déjà au mois de mai. Alors, lorsqu'on quitte mai, on prend le mois de juin, ça fait déjà 31 jours. On prend le mois de juillet, 30 jours, pardon. Le mois de juillet, ça fait 31. Et le mois d'août. Donc, vous voyez déjà, on a 3 mois d'affilée. Et qu'est-ce qui se passe tout au long de ces 3 mois? Qu'est-ce qu'on présente aux enfants à la maison? Et c'est là le véritable problème. Parce que les enfants sont livrés pratiquement à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont souvent devant la télévision, ils n'apprennent rien de constructif en réalité. Et en général, les parents aussi ne sont pas là pour les suivre. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons pas dans nos différents pays, je veux dire, ici, dans notre environnement, ce qu'il faut nécessairement pour les enfants lorsqu'ils doivent aller en vacances afin de construire quelque chose d'autre, de nouveau. Généralement, ils sont abandonnés à eux. Et les cours de vacances, l'importance est quoi? Est que ces cours de vacances permettent au moins à ces enfants, et d'ailleurs ce n'est qu'un seul mois. Ce n'est qu'un seul mois, c'est au mois d'août. Que moi, c'est oui, attention. Il y a une chose, et mon collègue peut le témoigner. Lorsque nous rentrons, lorsque nous commençons les cours, les enfants ont tout oublié déjà. Et si on doit prolonger les vacances, je pense que même ils vont oublier le nom. Je vous dis la vérité. Il sait bien de quoi je parle. Et encore, en tant qu'enseignant des sciences, croyez-moi que c'est très difficile. C'est le moment de pouvoir revoir tout ce qui n'a pas été fait, de pouvoir anticiper sur le programme afin de mieux sauter. Généralement, lorsque c'est bien fait, et c'est là que je rejoins mon frère, il faudrait que ça soit bien fait. Lorsque c'est bien fait, l'enfant est en confiance lorsqu'il débute l'année. D'accord. Alors, est-ce que justement, ce n'est pas le cadre formel qui s'installe à nouveau pendant les vacances qui pose peut-être problème? Peut-être qu'on aurait pu trouver la façon de réaménager le calendrier, de le faire dans un cadre beaucoup plus informel. C'est peut-être des cours à domicile, c'est peut-être dans l'après-midi pour un cours de 2 heures dans la journée, 3 fois à la semaine, plutôt justement que de soumettre les apprenants à un autre rythme effréné du lundi au vendredi de 8h à midi ou à 13h. Nos apprenants aujourd'hui, si vous ne les forcez pas à travailler, ils ne travaillent pas. C'est une chose qu'il faut déjà rappeler. Nos apprenants d'aujourd'hui, si vous ne les forcez pas à travailler, ils ne travaillent pas. Et j'en viens à ce que vous avez dit. Je pense que pour les cours de vacances, il faudrait qu'on trouve de nouvelles stratégies. Parce que quand on parle de vacances, ce n'est pas forcément que les PCT, que les maths, et moi j'en ai fait. Ou pendant les cours, nous avons amené des personnes qui savent fabriquer par exemple le savon et on a intégré cela dans les cours. Pour quand même, peut-être l'enfant, il a les cours habituels, PCT, maths, etc., il le fait, c'est vrai, il s'intéresse à ça, mais en dehors de ça, il apprend quelque chose d'autre, il découvre. En fait, c'est le moment de pouvoir appeler tout le monde à pouvoir retravailler ce réseau-là. Ce concept. Voilà, ce concept. Voilà. Et si c'est bien travaillé, si c'est bien retravaillé, je pense que ça sera très utile à nos apprenants. Évariste, est-ce que les enfants ou les apprenants sont véritablement intéressés par ces cours de vacances? Est-ce qu'on en voit de concentrés ou la plupart du temps, ils y viennent par contrainte? On constate que la plupart des apprenants ne sont pas très intéressés. Ils viennent pour se distraire. C'est un lieu de rencontre, d'amusement et de distraction. Et lorsqu'on envoie les enfants au cours de vacances, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, on apprécie chaque chose suivant les objectifs qu'on s'est fixés ou les attentes qu'on a vis-à-vis de la chose. Vous voyez, si je rejoins mon collègue,
il y a des parents, effectivement, qui envoient les enfants au cours de vacances juste pour savoir qu'ils sont quelque part. Pour se débarrasser, de ces enfants-là qui sont peut-être pour eux un peu dérangeants ou nuisibles à la maison. Vous excusez le terme. Et donc, pour ces parents, on peut dire oui, ils vont attendre les cours de vacances et quand ça commence, ils les envoient, ils sont satisfaits. Mais à vrai dire, c'est un lieu d'amusement, de distraction pour certains. Pour d'autres, ils y vont par contrainte et ça les ennuie, ça les énerve. Ils ont leur centre d'intérêt peut-être à la maison, pas au cours de vacances. Et l'autre chose, c'est que moi, je doute beaucoup de l'efficacité de la chose, même si je remarque en tant qu'enseignant qu'au début de l'année, les premières interrogations sont réussies souvent par les élèves qui ont suivi les cours de vacances, mais pas eux tous. Je doute de l'efficacité de la chose dans la mesure où les cours de vacances sont dit c'est pour 1 mois. 1 mois égale 4 semaines. La première semaine connaît un peu de flottement, avec les inscriptions, les uns qui viennent en retard, les autres qui viennent peut-être vers la fin de la semaine. La semaine suivante, c'est la semaine la plus sérieuse, où l'enseignant travaille. Voilà. À partir de la 3e semaine, l'enseignant reçoit l'ordre des organisateurs qu'il faut faire des évaluations, lesquelles évaluations seront corrigées, les copies rendues, et il y a souvent un calcul des moyennes pour primer à la fin des vacances les meilleurs. Il y a ce genre de mesures prises, des mesures d'incitation, on va dire. Mais calculons. 5 matières environ pour les cours de vacances. Là, c'est la première erreur, à mon avis. Parce que l'élève qui va en vacances n'a pas forcément le même problème. Un élève qui va en vacances n'a pas forcément le même problème qu'un autre. Et donc, 5 matières environ. Et si chaque matière reçoit 4 heures par semaine, sur 2 semaines sérieuses de cours, ça fait 8 heures. Moi, je ne sais pas ce que 8 heures apporterait de façon consistante dans la formation d'un apprenant. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, si on doit parler d'efficacité pour finalement conclure de l'opportunité des cours de vacances, j'estime qu'il faut prendre en considération les besoins des apprenants, créer des modules pour les apprenants, identifier voilà, les points faibles, dire clairement que tel module est consacré à telle discipline et à telle, peut-être 2 ou au plus 3, et même mentionner les situations d'apprentissage, les notions à enseigner dans ces modules-là. Et ainsi, chaque parent pourrait choisir le module qui convient à son enfant. Ce serait plus efficace à mon avis. Sinon, à peine 8 heures de cours et aller voir dans quelles conditions ça se fait. Et puis, bon, pour 5 matières, qui trop embrasse, mal étreint, dit-on. D'accord. M. Adou, quand on pose ce diagnostic, excusez-moi, quand on pose ce diagnostic, est-ce que finalement on ne se rend pas compte de près vraiment qu'on se noie presque dans de la généralité alors qu'on aurait pu partir sur des bases spécifiques quant à des apprenants qui ont des difficultés dans telle ou telle autre matière? Oui, bon, déjà, merci à mon cher collègue qui a quand même présenté les choses comme il le pense. Mais déjà, on peut déjà comprendre de tout ce qui est... Comme cela se fait. Comme cela se fait, bon, on peut le dire aussi, effectivement. Comme cela se fait, certainement, on peut déjà comprendre que de tout ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas une chose futile. Il y a quand même des réaménagements à faire. Voilà. Donc, c'est pourquoi au départ, j'ai parlé Il faudrait que les parents comme les enseignants puissent savoir ce pourquoi. Est-ce que vous voyez? Les parents comme les enseignants, j'ai parlé de cahier de charge au tout départ. Et il faudrait que les parents comme les enseignants sachent pourquoi ils envoient leurs enfants. Et comme il a dit, effectivement, certains parents veulent se débarrasser de leurs enfants. Et ça ne devrait pas être ainsi. Parce qu'en réalité, lorsque l'enfant vient, sachez une chose qui est très importante. Lorsque l'enfant reçoit un cours, ce cours lui est forcément utile au cours de l'année.
ce cours lui est forcément utile. Parce que lorsqu'on commence l'année, il puise dans ce qu'il a reçu en cours de vacances pour pouvoir, et même il peut arriver que vous puissiez omettre des choses au cours de l'année. Et l'enfant même vous rappelle que pour dire que, ah mais ceci je l'ai vu en cours de vacances. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça? Ah oui, et vous êtes obligé de revenir dessus. Effectivement, il y a tel aspect, tel aspect. Juste pour dire que c'est très utile, c'est très utile. Il y a peut-être il faut être conscient qu'il y a peut-être des réaménagements à faire. Et comprenons une chose qui est aussi très importante, ce n'est pas parce que toute œuvre possède des avantages et des inconvénients. D'accord. Et donc, on ne peut pas déjà s'appuyer peut-être sur les inconvénients pour dire que voilà, que tout le reste est inutile. D'accord. Est-ce que vous voyez? Très bien. Donc, voilà ce que je peux déjà dire. Très bien, d'accord. Merci, monsieur Ado. Ce qu'on va faire, on va prendre l'avis d'un psychopédagogue. Il n'est ni enseignant, ni promoteur de cours de vacances. Il va nous donner son avis scientifique, sa lecture scientifique de la chose, du point de vue de la psychologie et du point de vue donc, de l'éducation, de la pédagogie. Est-ce que les cours de vacances sont à encourager? Et c'est ce qu'on va voir avec Eddy Kami-Kotor. Vous allez me permettre de me donner votre siège momentanément, le temps de le recevoir par ici. Eddy Kami-Kotor, si vous permettez, bien sûr. Eddy, venez avec moi. On va prendre son avis sur la question, sur les cours de vacances. Faut-il encourager les apprenants à ces programmes de vacances qui sont conçus spécialement pour eux, pour, disent-ils les organisateurs, ce sont des séances de remise à niveau. Mais au fond, est-ce que cela permet une réelle remise à niveau? Eddy, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Bonjour collègues. Ça va bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. Le plaisir est partagé. Alors, en tant que psycho-pédagogue, dites-nous, est-ce que les cours de vacances ont une valeur pédagogique? Merci. Les cours de vacances ont une valeur pédagogique. Mais à quel moment est-ce que ces cours se déroulent et de quelle manière est-ce qu'ils se déroulent? C'est là la grande interrogation. Et puis, quel encadrement accompagne les enfants qui vont s'inscrire aux cours de vacances? Les collègues ont, je crois, abordé tous les aspects de la question. À la fin d'une année scolaire, il y a plusieurs catégories d'apprenants. Ceux qui passent brillamment, ceux qui passent avec une moyenne presque passable, et puis il y a ceux qui sont appelés au redoublement. Et en principe, on devrait tenir compte de ces différentes catégories avant de recevoir les apprenants pour les cours de vacances. Malheureusement, il se fait que dans notre système éducatif ou dans notre pays, systématiquement, dès qu'on entre en vacances, bonjour les cours de vacances. Et puis, on ne prend plus le temps d'analyser quelle a été la performance de l'apprenant, quel bilan a-t-il fait de son année scolaire. Est-ce qu'il a vraiment besoin de cours de vacances ou de renforcement? On ne se pose plus la question, on les renvoie tous à l'école, alors que dans le processus de développement psychologique, cognitif et intellectuel d'un apprenant, il a besoin d'un temps de repos. L'arrêté interministériel 038 a fixé les vacances pour le 27 juin, le vendredi 27 juin prochain, et les cours vont reprendre le 15 septembre prochain. Et donc, toute cette période est en principe dédiée au repos, aux loisirs et aux détentes. Et quand je me réfère un peu à la manière dont on devrait organiser les vacances des apprenants, je me dis que les cours de vacances, même s'ils devraient avoir lieu, ne devraient en principe pas dépasser un mois. Et un mois, c'est juste en matinée. Mais là, ça ne devrait pas aussi ou non plus être des cours en tronc commun. Un apprenant, par exemple, qui, en cours d'année, a eu des difficultés, de sérieuses difficultés en PCT, physique, chimie et technologie, on peut le prendre en charge juste en PCT. Un apprenant qui a connu des difficultés en mathématiques ou en SVT, on peut le prendre juste dans cette discipline-là pour ne pas le surcharger davantage. Et je comprends le collègue quand, par moment, il trouve que c'est donner davantage de boulot aux apprenants parce qu'on ne leur a pas donné le temps de se reposer. Par ailleurs, cela pourrait se justifier parce que, vous voyez, là, les écoles, surtout privées, achèvent très tôt le programme. Et les examens nationaux démarrent au mois de mai. À l'heure où nous parlons, c'est que beaucoup d'écoles ont déjà libéré les apprenants parce que les enseignants ont achevé le programme. Et nos jeunes apprenants aujourd'hui, quand vous les reprenez 2 semaines après la cessation des activités pédagogiques, vous vous rendez compte qu'ils ont oublié encore beaucoup de notions. Et c'est pour pallier cette situation de déficit ou de baisse de rendement que les organisateurs des cours se disent, bon, quand on les rappellerait à l'école ou dans les murs de l'école, ça leur permettra de revisiter un certain nombre de notions. Mais comme je l'ai dit à l'entame,
on peut organiser les cours de vacances, mais comment est-ce qu'on les organise? Il faut que ce soit bien organisé. Ensuite, qui sont les enseignants qui dispensent ces cours? Et tertio, les cours de vacances ne devraient pas faire appel à un cours magistral tel qu'on le fait en déroulement de situation de classe, c'est-à-dire situation d'apprentissage où on dit situation de départ, l'introduction, la réalisation, le retour et la projection. Ça ne devrait plus être de cette manière classique-là. On doit toucher des points clés ou des notions clés qui peuvent servir aux apprenants, pourquoi pas sur tout le long de l'année. Parce qu'en réalité, quand les apprenants viennent au cours de vacances, ils ne peuvent tenir ou ils ne voient bien que pour le premier trimestre. Mais tout le reste de l'année, ils commencent par sombrer. Donc, il faut penser à aller au-delà. Et le collègue de PCT a dit aussi qu'il faut revoir un peu la manière d'organiser les cours de vacances. Maintenant, je finis en disant que nous devons révolutionner les vacances de nos enfants et ne pas les concentrer uniquement pour des cours de renforcement. Parce que pendant les vacances, on peut apprendre beaucoup de choses. Et moi, je scinde les vacances en 3 périodes. Il y a une période de détente et de découverte. Il y a une période de culture et de formation. Et il y a une période de renforcement et de relance. Si vous permettez, quand je parle de détente et de découverte, d'abord, l'apprenant fait une bonne planification de ses vacances. Tel on planifie l'année scolaire, on doit aussi planifier les vacances. Relaxation, détente, loisirs. Les vacances sont faites pour se reposer, pour se distraire, pour se relaxer. Ensuite, il y a la période de découverte, de tourisme et de voyage. Souvent, en année scolaire, on enseigne aux apprenants des sites touristiques, des lieux qu'ils n'ont jamais visités, des villes dans notre pays qu'ils n'ont pas découvert, des endroits qui peuvent leur permettre d'arrimer la théorie enseignée à la pratique. Et donc, pendant les vacances, les enfants peuvent faire des découvertes, du tourisme, voyager avec les parents. Et c'est aussi le moment pour les parents de prendre, par exemple, 1 ou 2 semaines de congé pour voyager avec leurs enfants, aller leur faire découvrir, par exemple, des endroits comme aujourd'hui, Ouida a été totalement réhabilité. On parle des Tata Somba au nord, on parle de la ville d'Abomey où on a les musées, on parle de Porto Novo, la capitale politique du Bénin que beaucoup d'apprenants ne connaissent pas. Donc on peut aller leur faire toucher du doigt les réalités qu'on leur a enseignées en classe pour leur permettre de ne pas juste perdre du temps pour les vacances. Et quand je parle de découverte, tourisme ou de voyage, il y a aussi le temps de formation. Vous savez, je fais un petit calcul et je me rends compte que si on peut mettre les apprenants en formation, des formations de courte durée, peut-être 2 semaines ou 1 mois, depuis la 6e, ou même plus tôt, depuis le primaire peut-être au CE2, où ils commencent par acquérir des compétences beaucoup plus manuelles, jusqu'en classe de terminale, tous nos apprenants aujourd'hui au Bénin, ou demain au Bénin, auraient acquis plusieurs compétences dans différents secteurs. Je pense par exemple à des formations de courte durée en coiffure, en couture, en menuiserie, en jardinage, en pâtisserie, en restauration, en mécanique, en agriculture, en élevage, en plomberie, électricité, décoration, graphisme, informatique et j'en passe. Voilà autant de ressources qu'on peut mettre à disposition de nos apprenants. Et donc quand je scinde, c'est que le mois de mai, les cours sont achevés, le mois de juin, on leur permet de se reposer. Mais à partir du mois de juillet, les formations commencent. Et elles peuvent être, alternées avec les cours de renforcement si l'enfant en manifeste le besoin. Et c'est aussi des moments d'apprentissage de lecture et de culture générale. Et puis, pour finir, les stages bénévoles dans les entreprises. On n'y pense pas toujours. Mais un apprenant, par exemple, qui voudrait devenir médecin demain, un apprenant qui voudrait devenir journaliste comme vous, monsieur Amégan, un apprenant qui voudrait faire carrière dans l'architecture, pendant les vacances, on peut leur permettre d'aller faire une immersion dans ces milieux-là, pour voir si le choix qu'il est en train d'opérer aujourd'hui, au regard de ses observations, au regard du temps qu'il a passé, par exemple, dans un cabinet d'avocat, ça peut être demain sa profession, la carrière qu'il va embrasser. Les vacances peuvent permettre aussi de le faire. Les jobs de vacances, il y a des apprenants qui le font, nous le savons. Mais là aussi, il y a des parents qui négligent. Normalement, on doit apprendre à tous les enfants comment gagner de l'argent. Et les jobs de vacances, je le dis sous le couvert de tout ce qu'il y a comme garantie et protection des enfants. Mais un enfant, par exemple, en classe de seconde, qui a atteint le second cycle, doit commencer par rechercher les astuces pour faire du business. C'est important parce que malheureusement, l'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne nous apprend pas à gagner notre vie ou à gagner de l'argent. Et je trouve que c'est des révolutions qu'il faut opérer dans le mental de nos apprenants pendant les vacances. Et pour finir, nous avons parlé des cours de vacances et de renforcement qui, en principe, ne devraient pas être systématiques. Et les parents doivent assurer la sécurité de leurs enfants pendant les vacances. Où est-ce que mon enfant passe ses moments de vacances? Il est avec qui? Qu'est-ce qu'il fait de bon ou de mauvais? C'est important parce que l'éducation ne prend pas une pause quand on est en vacances. Et puis, à partir du mois de fin août, on commence par se relancer
pour l'année scolaire à venir, qu'on soit écolier, élève ou étudiant, en revisitant les notions qu'on a déjà abordées, en parcourant les documents des aînés, ceux qui ont déjà fait la classe, en traitant des épreuves, des exercices. Bref, il faut se préparer pour se relancer pour l'année scolaire. Bref, faut-il oui ou non encourager les cours de vacances? Il faut encourager les cours de vacances, mais comme je l'ai dit, ce devrait être des cours sélectifs et non des cours qui invitent tout le monde à revenir à l'école. Et ils l'ont dit, il y a des apprenants qui viennent en villégiature, il y en a qui viennent juste pour les retrouvailles et qui ne suivent pas. Et j'apprécie bien certaines écoles aujourd'hui qui mettent de la rigueur. Cependant, ce que je n'approuve pas trop, c'est les cours aujourd'hui dits de renforcement qui prennent parfois 2 mois. Vous verrez que dans les petits jours qui vont suivre, les apprenants, surtout des classes d'examen ou avant examen, donc de la 4e, 3e, de la 1er, de la terminale, sont invités en cours de renforcement pour parfois 2 mois. Je trouve que c'est beaucoup trop surchargé les enfants. Il faut aller à l'essentiel et en 1 mois, on peut tenir. Si c'est trop, c'est que c'est 1 mois, 2 semaines maximum. Alors, Évariste Gokounon, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la lumière donc, des explications du psychopédagogue? Derrière, nous allons recevoir Stan Linkpong pour les avis des internautes. Ah oui, je trouve vraiment pertinente l'intervention du psychologue et psychopédagogue. Oui, bien sûr, psychopédagogue. Merci beaucoup. Je vois qu'il a fait la synthèse de ce que mon collègue de PCT et moi avons dit. Et je trouve aussi que dans nos interventions, nous avons tendance à penser seulement aux apprenants issus des familles aisées ou des familles de Cotonou, de Calavi, de Porto-Novo et autres. Et quand on parle de sorties, de visites sur des sites touristiques, tout ça, dans le Bénin profond, voilà, dans le Bénin profond qui est déjà juste à côté de nous ici, bon, ça ne s'entend pas, hein? Est-ce que vous voyez? Peut-être faire le sens inverse aussi, non? Oui, pour ceux qui sont au village, venir à Cotonou. Mais les vacances des enfants, il faut pouvoir les planifier. Malheureusement. Tout à fait. Donc chacun, suivant les moyens dont il dispose, saura que c'est vrai de ne pas abandonner les enfants pendant les vacances. Il faut les encadrer, il faut les suivre. Et il faut privilégier beaucoup leur repos parce qu'ils ne sont pas des... On va refaire une autre thématique, si vous voulez, bien plus tard sur comment occuper ses vacances pour en jouir convenablement. Mais avant, on va retrouver Stan à votre place, mon cher Évariste Gokounon. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. On va retrouver Stan Linkpong pour relayer les avis des internautes. Que pensez-vous des cours de vacances pour les apprenants? Une occupation de plus ou de trop? Voilà la question que nous leur avons adressée. Stan va faire la synthèse pour nous, pour relayer leurs avis. Stan, bonjour. Bonjour Rodrigue Elman Amégan, bonjour à tous. Est-ce que c'est un sujet qui passionne les internautes? Absolument, le sujet, oui, le sujet les intéresse énormément et nous nous rendons sur la page Facebook de Bénin TV où ils sont d'ailleurs nombreux à participer au débat. Justement là-bas, Vincent Moussoulin écrit « Bonjour, les cours de vacances aujourd'hui, c'est comme prendre le temps de repos des élèves. Une année scolaire actuellement, c'est de mi-septembre à fin juin rigoureusement. Si dans ces quelques jours de vacances, il faut enlever 1 mois pour les cours de vacances, je pense que les apprenants n'ont plus de vacances pour se reposer et se distraire. D'ailleurs, lors des cours de vacances, beaucoup d'élèves viennent pour s'amuser et ne suivent pas ce qui se fait parce qu'on les a forcés, dit-il. Gafaroa, faux nuance. Les cours de vacances ne sont ni une occupation de trop, ni une solution miracle. Tout dépend de l'équilibre. Lorsqu'ils sont bien pensés avec des moments de détente, des approches pédagogiques différentes et un rythme plus souple, ils peuvent être bénéfiques et même stimulants pour les apprenants, dit-il. Freud Bagidi abonde dans le même sens et écrit « Bonjour Bénin TV, tout dépend du type d'apprenant ou d'enfant. Il faut savoir connaître son enfant avant de lui faire des cours de vacances. Il y a des enfants qui en ont véritablement besoin. Ça permet quand même à l'apprenant de reprendre progressivement le chemin de l'école. Eh bien, oublions le côté business de cette activité, s'exclame notre ami Freud Bagidi. Félicité Chadare dit « Bonjour le plateau, les cours de vacances sont une bonne chose, mais ils doivent être spécifiés. Un enfant qui passe au CP et qui ne sait pas écrire
sur la ligne doit être encadré dans ce sens. Et il sera de même pour celui qui ne sait pas lire les syllabes. Pour le secondaire, l'élève doit savoir dans quelle matière il doit avoir de renforcement. Et Will Assaba sur les cours de vacances sont d'une importance pour l'apprenant. Lorsque c'est bien organisé, cela aide les enfants à avoir une idée de certains cours et de certaines notions de classe à suivre l'année scolaire prochaine. Je dis bien si c'est bien organisé et bien encadré, puisqu'on en rencontre où vraiment les organisateurs, leur niveau laisse à désirer. Des étudiants qui ont à peine entamé le campus se métamorphosent en professeurs de toutes les matières. Bonjour les enseignements erronés. Je ne refuse pas les cours de vacances, mais je suis pour ceux organisés par les professionnels du domaine, dit notre ami. C'est un grand apport pour les apprenants, insiste notre ami Edouard Assaba. Cedro Bouedji vient conclure les discussions sur notre page Facebook, la page Facebook de BNTV, en ces termes. L'instauration d'un programme d'initiation aux métiers pratiques pendant les vacances peut être une alternative efficace aux traditionnels cours de vacances, surtout dans un contexte où le système éducatif est souvent jugé trop théorique et déconnecté des réalités du marché du travail. Merci beaucoup Stanislas Soussalenko. On se rend compte que c'est un sujet qui a suscité beaucoup de débats sur Internet. Exactement. Merci pour cette synthèse assez brillante que vous venez de faire. Passez une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir éclairé donc, ce plateau de votre opinion. Ce fut un plaisir. Mais le plaisir est toujours partagé. On reviendra sur le sujet. Pardon? Occupation des vacances. Occupation des vacances. Je vous promets et je vous ferai appel très bientôt, même si ce ne sera pas moi la présentation. Vous serez là quand même pour donner des idées à nos apprenants. Avec plaisir. Bonjour le Bénin, tout de suite et maintenant, les sports avec Blaise Adanko. Derrière, on va retrouver Marcel Arrossi pour la revue de presse. Blaise Adanko pour les sports. Blaise, bonjour et bienvenue sur Bonjour le Bénin. Bonjour Eman Hamegan, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Ligue Pro du Bénin, c'est le jour J pour connaître le champion de cette saison 2024-2025. Après donc une première manche manquée à cause des intempéries, oui, ce mercredi, la finale donc de cette Ligue Pro de football va opposer Dadje et Coton. Ce sera du côté de Grand Popo. Match à partir de 16h au stade Omnisport de Grand Popo. De toute façon, on sait que Coton vise la passe de 4 et de l'autre côté, Dadje vise le tout premier trophée donc pour le club. C'est donc une très belle rencontre qui promet véritablement des étincelles. Et puis on parle de Bernard Lacombe, légende de l'OL et champion d'Europe. Hospitalisé depuis janvier dernier, Bernard Lacombe s'est donc éteint à l'âge de 72 ans. C'est hier mardi. International français à 38 reprises et joueur de l'Olympique de Lyon, de l'Olympique lyonnais entre 1969 et 1978. Il a également été directeur sportif de son club de cœur entre 1988 et 1996, puis entraîneur et conseiller historique du président Jean-Michel Aulas jusqu'en 2019. Avec sa disparition, c'est une page d'un demi-siècle de l'histoire du football français qui se tourne, puisqu'il est le deuxième buteur de l'histoire du championnat de France. 255 réalisations. Bernard Lacombe a également marqué le but le plus rapide de l'équipe de France en Coupe du Monde. On était en 1978 du côté de l'Argentine. C'était un match face à l'Italie. Je vous propose de revoir les images. Allez, Blaise Adanko, on a revu ces images qui font vraiment plaisir. Paix à l'âme de Bernard Lacombe, grand homme du foot français. Exactement, et qui a notamment été sélectionné 38 fois avec l'équipe de France. Merci beaucoup, Blaise Adanko. Au plaisir. Eh bien, puisqu'on parle sport, eh bien, on va souhaiter un joyeux anniversaire à notre collègue de la radiodiffusion nationale, Vénon Sagolo-Pessi, qui souffle une bougie de plus. On lui souhaite tout le meilleur. Bonjour le Bénin, tout de suite et maintenant, la revue de presse de Marcel Arrossi. Marcel, fusion entre le PRD et l'Union progressiste, le bras de fer s'intensifie. La presse béninoise revient avec insistance sur les tensions persistantes entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Parti du Renouveau démocratique, PRD, ancien allié absorbé donc lors de la fusion politique. 3 journaux livrent des angles complémentaires d'une crise aux ramifications politiques et juridiques. Dans ces colonnes, Fraternité raconte l'escalade
l'escalade du conflit déclenché par une demande d'explication adressée par Gérard Benonchi, secrétaire général de l'UPR à Gratien à Ouameno. Ce dernier, membre influent du bureau politique, a rejeté publiquement la fusion qu'il estime inopérante. En guise de réponse, il revendique son attachement au PRD et affirme avoir agi par loyauté envers son ancien parti, le PRD. Donc, le meilleur, pour sa part, relate une joute verbale de plus en plus frontale, citant la réaction ferme d'Ouameno. « Je ne suis pas un employé de l'UPR », a-t-il dit. Le journal souligne la menace d'un retrait du PRD évoqué par l'intéressé sur BIP Radio et annonce une implication probable de la Cour constitutionnelle déjà saisie sur le dossier. La juridiction est désormais attendue pour clarifier la validation, sinon la validité juridique de la fusion, d'autant que les récents propos de maître Adrien Mbedi adressés au ministre de l'Intérieur ravivent les doutes au sein des militants. De son côté, l'événement précis observe une montée en tension nourrie par les échanges de correspondance entre responsables politiques et institutions. Le journal souligne le malaise juridique provoqué par l'ambivalence des positions entre légalité administrative et fidélité partisane. Selon l'événement précis, la fusion UP-PRD, bien que reconnue par la Cour, reste contestée dans les esprits, fragilisant l'unité de la famille progressiste. En toile de fond, c'est tout le projet d'un grand ensemble politique voulu par le régime qui vacille. La querelle entre anciens alliés devient donc un véritable duel de leadership que certains qualifient donc, que certains analystes comme Anissé Oké n'hésitent pas à décrire comme une épreuve entre l'élève Joe et le maître Adrien. Alors que 2026 approche, ces tensions internes pourraient affaiblir la cohésion d'un bloc politique présenté comme majoritaire et offrir une brèche stratégique à l'opposition, pourquoi pas. Et puis, droit des enfants, le Bénin accélère la cadence. À l'occasion donc de la 35e journée de l'enfant africain, Bénin Intelligent met en avant des progrès du Bénin en matière de protection de l'enfance. Sous le thème planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. Le journal salue la forte mobilisation lors de la cérémonie officielle du 17 juin à Cotonou, marquée par une présentation des avancées sociales, notamment grâce au projet 3 pierres dédié aux enfants en situation de rue. Il rapporte les engagements réaffirmés par les autorités comme le préfet Alain Oronla et le ministre Véronique Tony-Fodé qui mettent en avant l'augmentation du budget social passé de 32% en 2019 à 43% en 2025. Le taux de travail des enfants est descendu à 19% en 2022 et la scolarisation progresse et continue de progresser. Le journal salue également le soutien des partenaires techniques, en particulier l'UNICEF, et conclut que le Bénin renforce sa volonté de faire des droits de l'enfant une priorité nationale. Merci, c'est Marcel Arrossi. C'est moi. On se retrouve très bientôt par ici sur ce programme matinal. Avec le même plaisir. Et voilà qui va mettre un thème à la matinale. Bonjour le Bénin de ce mercredi 18 juin 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Timothée Outon, Karamat, Bataou et Fifame Salomé Atalidji. Retrouvez demain la dame pour la continuité du service, Rachida Biomoment. Quant à moi, on se retrouve très prochainement par ici. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mercredi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.